maison passive. Voilà, je laisse encore peut-être une petite minute si des personnes veulent nous rejoindre. Il reste encore quelques places. C'est bien, vous êtes nombreux à nous retrouver, c'est sympa. Alors le principe de la conférence, toujours le même. Une demi-heure de conférence avec notre intervenant, 30 minutes quoi, et puis un petit quart d'heure, 15 minutes qui vous est laissé, où vous avez libre cours de poser vos questions et d'échanger. Je vais peut-être le répéter pour les personnes qui étaient là tout à l'heure, mais c'est vrai que nous voulons ces conférences évidemment professionnelles, il va sans dire, mais surtout conviviales, dans un échange. C'est le moment de discuter, c'est le moment de poser des questions, de s'informer, de dialoguer. Alors, nous allons parler avec vous, donc, Cédric Durandal, de la maison passive. Alors, qu'est-ce qu'une maison passive? Qu'est-ce qu'un bâtiment passif, également appelé maison sans chauffage? Eh bien, c'est basé sur un concept de construction très basse consommation qui utilise l'apport du soleil ou les calories émises par les apports internes, à savoir le matériel électrique et l'habitant. Et pour être qualifiée de passive, la maison doit réduire de 80% ses dépenses d'énergie par rapport à une maison neuve construite selon les normes allemandes d'isolation thermique de 1995. C'est dire si ça a évolué aussi les différentes réglementations thermiques. Donc avec nous Cédric Durandal, ingénieur thermique en bâtiment chez Batisef, donc ingénieur thermicien, conseiller technique dans le bâtiment, formateur. Vous avez à votre actif, Cédric, 8 ans d'expérience. Spécialité de compétences maçonnerie, carrelage, isolation, thermographie infrarouge, études thermiques. Bon, je pense qu'on peut vous faire confiance. Batisef pour donc resituer, vous connaissez bien évidemment, mais c'est toujours bon de redire un petit peu ce qu'il en est. Batisef est une association loi 1901, créée en 1984 par des artisans, pour des artisans, qui possède des antennes dans tous les départements des Pays de la Loire et assure des formations auprès des artisans et des petites entreprises du BTP et paysage, avec 3500 stagiaires, chefs d'entreprise et salariés formés en 2013 grâce à plus de 400 stages, je crois. Batisef, en tout cas, est le premier organisme de formation dans ce domaine, concernant les perfectionnements techniques BTP et paysage, la gestion et la création ou la transmission d'entreprises. Également bureau d'études thermiques, Batisef a su nouer une relation de confiance et de proximité en toute indépendance vis-à-vis des industriels et des distributeurs de matériaux, c'est important de le signaler. Alors, retour sur les idées reçues de la maison passive. On entend beaucoup de choses. Elle coûte plus cher. On est plus souvent malade que dans une maison dite normale. C'est la maison de l'avenir. Elle doit obligatoirement être en bois, construite en bois. Bref, retour sur ces idées reçues avec Cédric Durandal, puisque vous allez non seulement nous parler de la maison passive, mais bien plus que cela, de la vôtre, Cédric. Donc c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de vous avoir aujourd'hui, parce que vous allez vraiment nous décrire de l'intérieur cette maison passive qui est la vôtre. Votre conférence se découpe en 3 parties. La conception d'abord de cette maison, le chantier ensuite, et puis l'instrumentation et les retours d'expérience, et tout cela bien évidemment illustré avec des photos, des récits de chantier, des mesures in situ et ressentis de l'habitant. Et l'habitant, il se trouve que c'est à la fois le conférencier que vous avez donc sur notre scène. Voilà. Merci beaucoup. Je vais vous laisser faire votre conférence. Je rappelle, les 30 petites minutes, on est d'accord, et puis le petit quart d'heure d'échange. Bon, alors pour commencer, l'idée c'est d'illustrer avec un cas concret d'une maison. Donc pour commencer, pour du concret, je vais commencer déjà à vous montrer la photo de la maison. Donc évidemment, c'est une maison très compacte. Généralement en passif, on essaie de faire comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'être forcément compact, mais plus on est compact, plus on a de chances que ça fonctionne bien, et surtout le coût est moins cher. C'est ça aussi l'intérêt. Sinon, on peut quand même faire avec tout. C'est une maison assez récente, parce que le chantier a commencé en mars dernier, et fin 2013. La livraison en novembre 2013, l'emménagement a eu lieu fin novembre, début décembre. Voilà. La localisation, c'est sud de Nantes, sud-Loire, il fait toujours beau. Voilà. Alors, au niveau des plans de la maison, évidemment, comme on l'a dit précédemment, c'est le soleil qui chauffe la maison en grande partie, donc ça veut dire qu'il faut essentiellement que toutes les pièces qu'on veut chauffer soient côté soleil, donc plutôt au sud. Donc là, vous avez le plan du rez-de-chaussée, en fait. À ce niveau-là, vous avez la pièce de vie
avec les ouvertures, une chambre au rez-de-chaussée avec une ouverture, et tout ce qui est pièces plus techniques, généralement au nord. C'est pour ça que vous avez une maison qui n'est pas tout à fait cubique, elle est plutôt rectangulaire pour maximiser les apports solaires dans les pièces. Voilà. Au niveau de l'étage, c'est le même principe qui est retenu, c'est-à-dire que toutes les chambres sont au sud et les pièces techniques sont systématiquement au nord. Le local technique est à ce endroit-là où vous avez le ballon électrique, le tableau électrique et puis la VMC double flux. Voilà à peu près la constitution de la maison. Elle a, vu de l'extérieur, elle n'a rien de révolutionnaire, je veux dire, ça reste des surfaces vitrées à peu près normales qu'on découvre sur une maison. Bon, à part que c'est un cube, c'est sûr que ça délote des fois un peu dans le paysage. Alors, ce qu'on peut dire sur une maison passive, c'est que ça consomme très peu de chauffage, voire moins de 15 kWh par mètre carré par an, il n'y a pas de chauffage. Il y en a qui disent qu'on met quand même un poêle, parce qu'il faut quand même chauffer un peu la maison. Les gens ont du mal à se passer de chauffage, généralement. Ou la maison ne consomme pas trop, il y en a qui peuvent dire ça sert à rien de trop isoler, il y a un moment, les airs, ça sert à rien de les augmenter. Le triple vitrage, ça sert à rien, ou plutôt au nord, mais au sud, il vaut mieux pas en mettre, ça sert à rien. Et généralement, les gens, quand on leur dit fait une maison passive, généralement, c'est une ossature bois. Et c'est écologique. Alors, je vais essayer de vous répondre sur ces points-là, en vous montrant le cas d'un chantier. Alors, le but c'est d'être très technique, et pour moi, la seule solution pour vraiment expliquer ce que c'est une maison passive, c'est d'aller sur des chiffres. Alors, je suis désolé, je vais vous abreuver un peu de chiffres, parce qu'on n'est pas que sur du ressenti, là, on est sur du concret. Donc, ça va être des chiffres sur la conception et aussi des chiffres relevés de température réelle de la maison. Alors, pour remettre un peu le contexte, je vais faire mes 10 ans. Je prends une maison traditionnelle RT 2012, donc il n'y a rien d'être passif. Donc je fais un peu la lodin. Vous regardez la consommation de cette maison calculée par le moteur de calcul RT 2012. Vous avez 6,1 kWh énergie finale par mètre carré par an. On pourrait se dire, bah, finalement, cette maison elle est passive, puisqu'il y a moins de 15 kWh par mètre carré par an. Sauf que pour les habitués du BBO, par exemple, au niveau de la construction bioclimatique, vous avez un BBO de 50 qui est un BBO très 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 mauvais. Ça veut dire que la maison, au niveau isolation et orientation, n'est pas très très bonne. Et si vous regardez la composition de la maison, ça reste une maison finalement typique RT 2012. Donc ça veut dire que les maisons RT 2012 seraient toutes passifs. Eh ben non. Donc c'est bien pour vous montrer la différence entre un niveau passif et un niveau classique RT 2012. Alors regardez bien la différence et retenez bien les fuites thermiques. À peu près, c'est une trentaine de watts au mètre carré. Pour lequel la maison passive, sur laquelle on va traiter, les consommations thermiques de chauffage avec le moteur de calcul RT 2012, c'est 0,2 kWh par mètre carré par an. Donc on est plus déjà à 6, et vous avez un BBO de 14, ce qui est excellent sur une maison neuve aujourd'hui. Évidemment, il faut mettre le paquet. Vous avez 200 mm de polyuréthane au sol, vous avez 20 cm de polystyrène en extérieur sur les murs, vous avez 25 cm de béton cellulaire en structure, donc on peut faire avec du béton. On peut utiliser 10 cm de laine de verre en isolation pour l'intérieur en supplémentaire, vous avez 200 mm de polyuréthane sur la toiture, les menuiseries c'est du triple vitrage mixte bois alu avec un W autour de 0,8. Il n'y a pas de chauffage. Bon, il y a quand même un petit radiateur dans le local technique qu'on peut sortir éventuellement en cas de coup dur. Je vous expliquerai dans ce cas. Et évidemment, une VMC double flux, et j'attire votre attention sur les fuites thermiques. Vous avez 12,5 watts au mètre carré. On avait 30 tout à l'heure. Donc on est quand même sur des baisses assez importantes. Alors, définition de maison passive, moi j'en ai trouvé une intéressante. Si vous avez des documents sur la maison passive, les Belges sont très très bons là-dessus. Donc ils ont des documents sur la plateforme maison passive. Ils sont très en avance sur nous, sur les documents. Et la définition résume bien ce que c'est une maison passive, c'est une installation sans chauffage, classique. Évidemment, des fois il y aura peut-être besoin d'apporter un peu d'apport, mais tout dépend du niveau de confort qu'on a envie d'avoir. Généralement, dans une maison passive, les apports viennent de la double flux. C'est-à-dire que c'est du chauffage à air, si vous voulez. On va chauffer un petit peu plus l'air qui va être soufflé par la double flux pour garantir une température stable à 20 degrés. C'est pas le choix qui a été fait sur cette maison-là, donc c'est un peu extrémiste le choix qui a été fait sur cette maison-là, c'est de se passer vraiment de chauffage. Donc il n'y a pas de chauffage d'appoint installé in situ dans la maison, à part le petit radiateur qu'on peut sortir éventuellement. Ce qui fait que pour mettre toutes les chambres de son côté, on a des pertes vraiment extrêmement réduites. Voilà. Donc on est dans l'extrême de la maison passive. Généralement on ne peut pas aller plus loin. Donc une maison passive, c'est une isolation thermique importante, vous avez vu ce qu'il faut comme isolation, une excellente étanchéité à l'air, une ventilation efficace des locaux, beaucoup de gains solaires, c'est ça qui chauffe la maison, et évidemment, comme il y a beaucoup de gains solaires, on va mieux protéger l'été parce que ça va être vite la cocotte minute si voilà. Pour concevoir une maison passive, il faut essayer, si vous voulez, d'imaginer la maison comment elle va se comporter
dans son environnement, et ben là vous avez un moteur de calcul qui est spécifique pour ce genre de choses, c'est le PHPP. C'est de l'allemand, je ne sais plus trop comment ça se fait. Non, c'est même en anglais, tiens, je suis... Le thermicien est incontournable pour créer une maison passive. Vous ne pouvez pas faire ça. Que ça soit avant le chantier, même durant le chantier, voire même après le chantier. Je vais vous expliquer justement sur l'exemple. Alors, pour concevoir une maison passive, vous avez deux visions des choses. Soit vous avez une enveloppe extrêmement isolée, et à ce moment-là, vous êtes tellement isolé que vous n'avez pas besoin de beaucoup d'énergie pour chauffer la maison. Donc pas la peine de mettre des ouvertures énormes au sud. Soit vous dites, je vais mettre un petit peu moins d'isolation, donc j'aurai plus de fuite, donc il faudra plus d'apport thermique, donc je vais mettre un petit peu plus de baie au sud. Donc si vous voulez, en fait, il n'y a pas une maison passive en soi, ça dépend des gens, comment ils veulent vivre, s'ils veulent vraiment la grande surface vitrée ou pas. Plus vous mettez de la surface vitrée, plus vous allez vous permettre de mettre moins d'isolant, en fait, dans la maison. Et inversement, moins vous mettez de surface vitrée au sud, plus il faudra mettre de l'isolation dans la maison. Après, c'est un peu un pari. Le pari, c'est le suivant, c'est est-ce que j'aurai beaucoup de soleil pour en hiver? Il pleut beaucoup, surtout cet hiver-là, vous allez voir, c'était un peu très emmerdant. C'est personnellement, j'ai fait le choix plutôt inverse, c'est-à-dire de ne pas compter trop sur le soleil et de mettre le paquet sur l'isolation. Et on peut très bien faire les deux. Voilà. Alors, toujours pareil, pour vous donner une ordre d'idée, pour concevoir une maison passive, si vous n'êtes pas thermicien, vous pouvez très bien déjà dégrossir le projet de cette façon-là. Il suffit de faire le bilan démétré de la maison, de toutes les surfaces qui donnent sur l'extérieur. Donc vous avez les murs, 130 mètres carrés, le sol, 60 mètres carrés, le toit, 60 mètres carrés, les menuiseries, 20 mètres carrés, et les ponts thermiques, 309 mètres. J'attire votre attention sur 309 mètres de ponts thermiques, ça va compter beaucoup sur la maison. Après, il suffit de mettre ce qu'on veut mettre en face au niveau isolation. Donc l'isolation, c'est U ou Psi pour les ponts thermiques. Excusez-moi. Et ça nous donne après en watts la puissance, et on peut la rapporter au mètre carré, et ça vous donne une idée du niveau que ça va. Ah oui, si vous avez une maison RT 2005 avec cette maison-là, on aurait 36 watts au mètre carré, ce qui n'est pas du tout l'objectif que je veux atteindre, qui est plutôt autour de 12 watts. Si on est au niveau RT 2012, on va taper plutôt dans les 23 watts au mètre carré, donc on est encore assez élevé, donc ça suffira pas pour faire du passif. Le niveau passif, généralement, il parle en termes de U inférieur à 0,15, donc là je vous ai mis le niveau passif classique sur le premier tableau, et là on commence à arriver à 17 watts par mètre carré. Et c'est là on arrive à la problématique que je vous disais tout à l'heure, est-ce qu'on veut pas beaucoup de watts et à ce moment-là des grandes baies, ou très peu de watts, donc des baies normales, on va dire. Donc là, vous pouvez très bien faire une maison passive avec 17 watts de perte au mètre carré, il n'y a pas de souci. Mais par contre, il faudra compenser par des ouvertures au sud beaucoup plus grandes sur la maison. Moi, j'ai fait le choix de descendre encore plus bas pour limiter les ouvertures. Alors, je vous montre à peu près ce que ça peut donner. Vous avez fait abstraction des parties bleues du schéma. Vous avez la façade sud de la maison. Si j'avais gardé la maison avec l'isolation à 17 watts au mètre carré, il aurait fallu, en taille de baie, ce que je vous ai dessiné à peu près en bleu à la place des baies que j'avais prévues originalement. Donc vous voyez, il faut quand même multiplier quand même les baies de façon assez importante. Ma crainte, c'est une semaine sans soleil, qu'est-ce qu'on fait? Sachant que la baie, c'est quand même le point faible d'isolation de la maison. Donc ce qui est un peu embêtant. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait le choix. Donc le choix définitif, on est ici au niveau des valeurs, j'arrive à 12,28 watts par mètre carré. Et j'attire sur votre attention sur la répartition des pertes de la maison thermique, où vous avez la majeure partie des pertes thermiques qui passent par les ouvertures. Donc il vaudrait mieux mettre du triple vitrage dans ces cas-là, dans cet objectif-là. Si j'avais mis du double, ça aurait été une catastrophe, ça aurait été la moitié de la maison, de l'énergie de la maison qui perce par les ouvertures. J'attire sur votre attention sur le deuxième poste de dépense qui est très important, le niveau pont thermique à 23% aussi, donc il faut faire très attention au pont thermique, donc les contraintes de chantier très importantes. Alors justement, je vais parler un peu des ponts thermiques avec un retour de chantier. Si je vous montre un sandwich à peu près de la maison, donc vous avez les murs avec les 20 cm d'isolation par l'extérieur, le béton cellulaire au milieu, et les 10 cm d'isolant à l'intérieur, avec un petit vide technique comme on peut faire en ossature bois par exemple, pour faire passer tout ce qui est réseau et électricité. Vous avez l'isolation de la crotère qui est faite pour traiter le pont thermique au niveau de la crotère, et vous avez des rupteurs de pont thermique sur les planchers pour faire la liaison d'isolation par l'intérieur sur le toit terrasse. Vous allez me dire, c'est un peu too much, on isole en plus la crotère, on rajoute un rupteur, il est malade, oui, mais il faut atteindre un niveau de pont thermique extrêmement faible, puisque vous avez quand même 309 mètres de pont thermique à traiter, et c'est quand même le deuxième poste de dépense de la maison, donc il ne faut quand même pas négliger ce point-là. Donc si vous voulez faire une maison passive en se contentant de mettre des R très importants, c'est une erreur, c'est en effet des R très importants, mais surtout un choix de conception de traitement des ponts thermiques qui va être très important, et surtout de s'assurer que la jonction des ponts thermiques soit traitée correctement sur le chantier. Alors justement, je vous montre du vécu, parce que c'est pas une maison parfaite, je vous rassure. Chantier parfait, j'ai jamais vu.
justement le traitement du pont thermique de l'acrotère. Donc à l'étude, le traitement du pont thermique de l'acrotère a donné une valeur de 0,066, qui est très bon pour une maison passive, donc il n'y a pas de souci. Le traitement s'est fait, comme je disais, par un rupteur de pont thermique avec injection avec l'acrotère. Vous avez ici une photo du chantier avec les rupteurs de pont thermique mis en place. Seul petit souci, ce qui n'avait pas été prévu pendant le chantier, c'est que les maçons, par habitude, ils n'ont pas eu trop l'habitude de travailler avec des rupteurs de pont thermique. Et vous savez, des fois, il faut que ça tienne. Donc, ils ont rajouté 2 cm de béton de plus dans la chape de compression. 2 cm de béton qui ont recouvert finalement les rupteurs. Donc, au lieu d'avoir les rupteurs directement en contact avec mon isolation de plafond, j'ai eu 2 cm de béton, en fait, entre les rupteurs et le plafond. Donc, là, trop tard, c'est coulé. Vous savez, le béton, une fois c'est coulé, c'est coulé. Par contre, j'ai vérifié avec le calcul qu'est-ce que ça donnait au niveau pont thermique, et vous voyez qu'on passe à 0,11 cette fois-ci de pont thermique en raccord comble, donc on arrive quand même à doubler le pont thermique, ce qui peut être assez gravissime sur les conséquences thermiques de la maison. La chance que j'ai eue, c'est que j'avais que 33 mètres de pont thermique sur les 309, donc dans la masse, j'ai bien fait justement de surisoler la maison pour compenser éventuellement les petites erreurs chantier. Donc finalement, ça n'a pas mis en danger la maison, les chiffres que je vous ai montrés justement sont conformes avec ça. Mais voilà des petits exemples où sur le chantier, il faudra faire très très attention à ce genre de choses. Autre problématique, parce qu'il n'y a pas que les maçons, des fois, qui peuvent avoir des soucis, il y a aussi les platistes. Donc, au niveau de l'isolation par l'intérieur, il était prévu pour traiter le pont thermique des baies, au niveau de l'embrasure, une isolation de 3 cm de polyuréthane plus une plaque de plâtre, pour traiter justement le pont thermique au niveau de la baie, bien englober la baie, l'appui de la baie, de l'isolant. Le seul souci, c'est que le platiste avait trouvé que ça rapprochait trop le placo de la baie, et au niveau esthétique, c'était pas très beau, même si avant je lui ai dit que de toute façon le problématique c'est pas esthétique, c'était surtout de faire quelque chose qui fonctionne. Donc finalement il a fini par mettre du placo collé à la place, et pas du tout de polystyrène parce qu'il n'y a pas assez de place. Problématique parce que si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que ce qui était calculé à la base c'était ça, pont thermique 0,014, ce qui est excellent. Ce qui a été fait sur le chantier finalement c'est 0,05, c'est-à-dire 3 fois plus de pont thermique que ce qui avait été prévu. Très emmerdant parce que les baies c'était 70 mètres sur les 300 mètres de pont thermique, ce qui peut faire très très mal. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans ces cas-là? C'est pour ça que c'est important de suivre le chantier derrière et refaire des calculs derrière pour confirmer. Et bien c'est simple, on démonte et on reprend. Donc là dans ces cas-là, on n'a pas fait comme le maçon, on a dû reprendre les travaux, malheureusement. Mais ça montre aussi l'importance, le but c'est pas de dire du mal, ça montre l'importance d'être sensibilisé à cette problématique, parce que c'est vrai que pour une maison classique, à la limite, ça n'aurait pas bouleversé le comportement de la maison. Dans ce cas-là, oui, 3 malheureux centimètres auraient bouleversé justement le comportement de la maison. Donc il faut faire attention à ça. Bon, il y a des choses qui étaient quand même bien faites, par exemple, c'est l'isolation du sol en raccord. Donc au niveau de l'isolation du sol, vous avez 200 mm de polyuréthane sous chape à ce niveau-là. Et pour couper le pont thermique, vous avez un retour de 48 mm de polyuréthane pour couper le pont thermique de la chape sur la maçonnerie avec un raccord. Et vous avez la simulation thermique à ce moment-là. Donc là-dessus, ça s'est bien passé. Je vous montre des exemples de photos de chantier. Où là, vous avez la première couche de polyuréthane qui est posée. Sur les maisons, on voit bien le béton cellulaire. On voit bien la réservation au niveau de la baie, au niveau hauteur. Ça choquait un peu les maçons au début, c'est une grosse résa. Vous avez après la pose de la deuxième couche de polyuréthane. Comme c'est le client qui avait fait les travaux, il a le temps, il compte pas ses heures, ça coûte pas cher, donc il s'est permis de scotcher. Dans la vraie vie, généralement, on ne le fait pas avec du polyuréthane comme ça. Et vous remarquez un peu le retour justement d'isolation sur le bord avec la bande de compression sur le côté. Si je vous montre une photo de plus près, voilà, vous avez le traitement, ce qui fait qu'après le chapiste a eu une belle cuvette à remplir. Au niveau de sa chape, sur tout le sol de la maison, vous voyez que la particularité de cette maison-là, c'est que les cloisons ont été montées sur la chape après. Ça c'est fait tout ça dans la seule bloc. Toujours pareil, parce que vous avez quand même des éléments métalliques que vous allez fixer sur une dalle froide, ça va faire remonter toute l'énergie dans la maison, ce qui a expliqué qu'on n'a pas voulu mettre de cloison sur le sol directement. Alors après, ce qu'on peut dire dans la vie d'une maison passive, donc là c'est le retour d'expérience, on va dire. Je ne rentre pas dans tous les détails techniques. Si vous voulez plus de détails, on en discutera après, ou il y a un site internet qui montre les détails. Sur la vie, il y en a qui peuvent dire souvent il y a trop d'humidité parce qu'il n'y a pas de chauffage dans la maison. C'est vrai que souvent les gens ils disent qu'il faut allumer le chauffage pour évacuer l'humidité. Il ne faut pas ouvrir les fenêtres. Là, surtout pas, il faut être confiné. On va perturber la double flux, il y en a qui disent ça. Où il fait trop chaud en été, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question. Ça, c'est la limite, c'est ça. C'est-à-dire qu'en effet, on a une grosse cocotte minute bien isolée. C'est vrai que la crainte, c'est qu'en été, qu'est-ce que ça va donner, ce genre de choses. Et il y en a qui disent qu'on pourrait chauffer la maison avec une bougie. Donc je vais essayer de vous illustrer ça avec des mesures de température dans la maison, justement, pour répondre à toutes ces questions-là.
Alors désolé pour la complexité des graphes, c'est assez embêtant, mais on voit à peu près beaucoup de choses là-dessus. Vous avez en fait ici le mois de décembre, donc le premier mois de vie dans la maison, avec le numéro, c'est le numéro des jours, hein, tout simplement ici. Les courbes que vous avez jaunes avec vous rouge, c'est l'ensoleillement, c'est les données météo France. Hein. Donc c'est l'ensoleillement en heure, c'est pas la puissance du soleil. Hein. C'est-à-dire qu'il y a du soleil. Après combien, je sais pas. En bleu, vous avez la température extérieure, donc ça c'est des capteurs réels qui ont été mis dans la maison. Au nord, évidemment, pour pas voir l'effet du soleil. Là, vous avez ce qui est intéressant, la buanderie à côté. Alors la buanderie, pour la petite histoire, je ne vais pas trop montrer dans le plan, mais elle est dans le garage, donc dans le volume non isolé. Hein. Mais par contre, le garage est pas isolé comme maison RT 2005, ce qui permet de comparer aussi finalement ce que ça peut donner. Donc maison RT 2005 sans chauffage, d'hiver, bon, 7 degrés, quoi. C'est un peu logique, on va dire. Et je vous ai mis 3 courbes de température assez intéressantes. Vous avez la salle de bain d'étage en noir, vous avez une chambre en orange, et en rouge, vous avez le salon. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que la salle de bain, elle n'a pas de fenêtre qui donne au sud, donc ça permet de voir aussi un peu l'impact que ça peut donner. La chambre, les fenêtres sont pas forcément très très grandes, et le salon, bah, c'est la pièce de vie, c'est là où on va dépenser beaucoup d'énergie, donc chauffer pas mal. Les températures sont à droite, hein. À gauche, c'est les nombres d'heures d'ensoleillement. Donc vous voyez qu'au niveau température, bon, c'est pas le Pérou hein, non plus, mais le but c'était de se passer de chauffage, donc on l'a pas allumé. Alors on l'a pas allumé, on a un peu triché quand même. Vous imaginez qu'on a emménagé fin novembre, il faisait pas très très chaud, et la maison était en mode chantier, c'est-à-dire ouvert en grand tout le temps. Donc quand on a aménagé dans la maison, il faisait quand même 12 degrés et 14 degrés à peu près dans la maison. Vous imaginez qu'il faut quand même la monter en température quand même, cette maison-là. Donc il a bien fallu allumer du chauffage, je vous rassure tout de suite, pour monter en température la maison. Donc, voilà. D'ailleurs, ce qui explique le début de la courbe, ce que je vous ai mis, il y a à peu près 30 kWh de chauffage hein, quand on utilisait au début. Et vous voyez que la maison n'était pas tout à fait en température, puisque la courbe redescend gentiment, malgré le fait que quand même il y avait beaucoup de soleil. Donc on pourrait se dire que normalement ça devrait maintenir, et c'est ce que vous voyez sur les premiers jours du mois. Après, par la suite, ça commence un peu mieux à se passer, ça a tendance à remonter par la suite, parce qu'il y a un petit peu de soleil, les températures extérieures sont assez douces, et puis il y a l'occupation, le fait de faire la cuisine, justement, d'occuper le bâtiment, ça chauffe le bâtiment. Et avec un petit pic bizarrement vers Noël et le premier de l'an. Bah, pourquoi? Bah, parce qu'il y avait du monde à la maison, hein, tout simplement. Et pour vous donner une idée à peu près, vous voyez que au niveau de l'explosion de la température du salon vers la fin du mois, les fenêtres étaient généralement ouvertes quasiment tout le temps, parce que on avait un peu chaud, quoi. Donc oui, on peut ouvrir les fenêtres, il n'y a pas de souci. Et la température continue malgré tout même de monter. Donc il n'y a pas trop de problème. Alors monter, il ne faut pas accélérer, faut exagérer, on ne dépasse pas les 22 degrés, hein, c'est pas non plus à côté de minutes. Voilà, donc c'est un bon exemple là-dessus. Autre exemple qu'il y a dessus, c'est le mois de février qui est intéressant. Janvier, excusez-moi. Alors au mois de janvier, on a un petit peu craqué sur le chauffage, je suis désolé, on a dû allumer le chauffage 1 à 2 journées. Donc c'est le petit pic que vous voyez en fait à la fin, 20 kWh. Parce que vous voyez en fait, ce qui se passe dans les courbes, c'est que la température a tendance à baisser parce que très très peu de soleil. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la fin janvier, début février, de l'hiver dernier, c'était beaucoup de pluie et le soleil, on ne le voyait pas assez souvent. Alors c'est un peu paradoxal parce que quand il pleut, généralement la température extérieure est assez douce, donc on pourrait se dire finalement pas besoin de beaucoup de chauffage, alors que quand il pleut pas, généralement vous avez le soleil qui donne bien, la température extérieure est quand même assez froide, donc là on pourrait se dire il y a besoin de chauffage. Et maintenant la maison passive c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il vaut mieux qu'il fasse très très froid dehors, avec beaucoup de soleil, que plutôt assez doux et pas du tout de soleil. Donc c'est vraiment le point faible. Et comme quoi ça me conforte dans mon idée de faire des maisons passives sans trop d'ouverture non plus, et plutôt d'essayer d'avoir moins de possible de watts au mètre carré pour essayer de compenser ce genre de problématique. Parce que s'il n'y a pas de soleil avec des grandes baies au sud, bah vous êtes un peu marron au niveau du chauffage. Donc voilà, donc dépensez un petit peu de chauffage à la fin parce que c'est souvent madame des fois qui n'est pas contente pour la température. En février, c'est la même chose. Début février, bah, vous avez beaucoup de pluie, pas du tout de soleil quasiment. Donc on a dû monter le chauffage cette fois-ci, on a mis un bon coup à 45 kWh à peu près. On a allumé 6 kW de chauffage, si vous voulez, pendant toute une nuit, pour tout remonter en température, pour relancer la machine, et à partir de ce moment-là, on n'avait plus besoin de chauffage. Donc vous voyez qu'on a allumé en fait 3 fois, une fois la livraison de la maison, ce qui limite on ne devrait pas compter, parce que normalement on devrait être chaud. Une deuxième fois en fin janvier, et une troisième fois début février, à cause justement de la pluie. En fait, c'est ce qui se passe. Vous voyez que finalement, à la fin, quand vous avez le soleil qui monte, il n'y a pas trop de soucis sur la suite. Alors vous allez me dire, souvent, il n'y a pas trop de concordance entre le soleil et le chauffage du salon, par exemple. On a l'impression que des fois le soleil donne, ça chauffe, des fois le soleil donne, ça chauffe pas. Il y a aussi les apports internes à prendre en compte. Donc il suffit que ce jour-là, on utilisait beaucoup de four simplement pour faire des gâteaux ou des choses comme ça, et ça a dû déjà monter à exploser les consommations de la maison. Voilà, vous imaginez qu'il n'y a pas que le soleil qui va jouer là-dessus. Le mois de mars n'a eu aucun problème, parce que le mois de mars finalement a été particulièrement ensoleillé l'hiver dernier. C'est ce qu'on voit quand même au niveau de la courbe du soleil. Et vous voyez qu'au niveau température, on est assez confortable, hein. Même dans la salle de bain qui n'est pas trop éclairée, on n'a pas en dessous de 18.
Alors ça, c'est les températures moyennes journalières. Merci aussi. Alors, si vous voulez un truc un peu plus fiable au niveau température, au niveau rendu, là, je vous ai mis l'occurrence des températures sur le salon pendant toute la période d'hiver. Alors, comment ça se lit ce diagramme-là? Vous avez en fait ici les températures. Donc 22 degrés, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'ai une température entre 22 degrés et 22,5. Et à gauche, vous avez le nombre d'heures où il y a eu cette température-là dans la maison. Donc, ce qui permet de réellement de voir réellement qu'est-ce qu'il y a eu comme température dans la maison. Donc, première chose, dans la maison, il n'y a jamais eu une température dans le salon en dessous de 17,5 sans quasiment de chauffage, vous avez vu tout à l'heure. La température moyenne va se situer entre 19,5 et 20 degrés, sans utilisation de chauffage, quasiment. Avec des petites pointes, des fois 22, 21. Donc là, on dit merci la famille pour les fêtes de Noël. Généralement, c'est ce moment-là que ça monte assez bien. Et moins de 100 heures, vous voyez à peu près moins de 100 heures, entre 18 et 18,5, on va dire, de chauffage. Attention aussi, les notions de température. La température ressentie dans une maison passive n'est pas du tout la même qu'une maison classique. Parce que vous avez l'effet de paroi froide qui est très atténué par rapport à une maison classique. Donc en fait, la température d'air est directement la température ressentie, contrairement à l'effet paroi froide que vous pouvez ressentir devant une fenêtre simple vitrage quand vous passez. Vous avez une sensation de froid, pourtant vous êtes chauffé à 20 degrés. Là, on n'a pas de sensation de froid à ce niveau-là, parce que tout est bien isolé. Voilà. J'ai le temps, ouais, c'est bon. Pour des températures réelles, alors souvent on me dit voilà, il ne faut pas ouvrir les fenêtres, on peut chauffer avec une bougie. Ben, je vous ai mis justement le 25 décembre. 25 décembre, au soir, il y avait un peu de monde. L'apéro adulte sévère parce que c'est monté quasiment jusqu'à 22 degrés. Les fenêtres étaient ouvertes en permanence dans le salon. Alors quand je dis ouvertes, elles ne sont pas grandes ouvertes. Elles sont aussi au battant, essentiellement. Il faudrait que je précise ça quand même. Si c'était carrément ouverte, là je pense qu'on aurait beaucoup de froid quand même. Et ce qui est assez intéressant, c'est que vous voyez que dès que le salon n'est plus occupé, on ne s'est pas couché très tard, on est assez sérieux avec de Noël. La température du salon a baissé quasiment tout de suite. Donc ça, c'est l'effet d'inertie de la dalle. C'est la dalle qui va repomper, entre guillemets, la chaleur de l'air. Et par contre, la chambre remonte légèrement. Et on occupe la chambre, c'est normal. Donc on voit vraiment l'effet des habitants. J'ai pas poussé le vis jusqu'à vous montrer les toilettes, parce que j'ai un capteur dans les toilettes. Parce que j'avais pas envie de vous montrer, vous voyez combien de temps je passe dans les toilettes. Ça. Et on voit vraiment les pics, à savoir comment on arrive dans les toilettes. Souvent on dit que la maison passive est humide. Alors l'humidité, ce qui évacue l'humidité, c'est pas du tout le chauffage, c'est la ventilation. Donc si vous avez une bonne ventilation, ce qui est le cas avec le double flux, avec un bon brassage d'air, il n'y a aucune raison qu'il y ait un problème d'humidité, avec une chaleur ambiante. Donc c'est pas le chauffage qui évacue l'humidité, c'est la ventilation. Et c'est ce que vous voyez sur ces courbes-là. Vous avez la courbe bleue, c'est le taux d'hygrométrie de la buanderie qui, elle, justement, n'est pas chauffée, mais n'est pas ventilée non plus. C'est un garage. Et vous avez la courbe rouge de la salle de bain, qui est quand même une pièce assez défavorable au niveau humidité, où vous voyez éventuellement, évidemment, des pics. Comme ça, vous savez à quelle heure je prends mes douches. C'est au moment où on se lave, évidemment. Et vous voyez que la ventilation et l'humidité est bien régulée, puisque le pic, quand même, est assez court et redescend très rapidement dans la suite. Donc la double flux fait bien son boulot. On a un taux d'hygrométrie, vous voyez, qui est autour de 60-65%, ce qui est tout à fait normal dans une maison. Ne croyez pas qu'on est généralement tout le temps à 50%, ça c'est la théorie. Voilà. La vie en été, alors voilà, on dit souvent il fait trop chaud en été dans la maison. Ben là, j'ai essayé de vous trouver un jour le plus chaud. Alors je suis désolé, j'ai pas été gâté sur cette saison d'hiver qui était assez douce. Et l'été, on peut pas dire qu'il a été très chaud non plus. Bon, j'ai quand même réussi à trouver des jours où il a fait très très chaud. Donc là, c'est le 16 juillet. Alors, vous avez sur le 16 juillet deux capteurs, c'est très important. Ça, c'est le capteur en bleu, c'est le capteur de température au nord. Et le bleu clair, c'est la température au sud. Donc vous voyez l'effet du soleil à ce niveau-là. Et la température rouge, eh ben, c'est le salon, en été. Donc vous voyez qu'on a la température extérieure au nord qui peut monter jusqu'à presque 34 degrés, on va dire 33-34 degrés. Et sur le salon, eh ben, on est plutôt à 22 degrés, on va dire, à peu près en moyenne en température de confort. Donc on ne peut pas dire qu'il fait très très chaud l'été dans une maison passive. Et en fait, la parade, elle est très simple. C'est pourquoi il fait pas chaud dans une maison passive en été, c'est parce que vous avez des bonnes protections solaires. C'est surtout ça qui est très important. Là, il faut absolument mettre le budget sur les volets ou sur les protections solaires. Et dans cette maison-là, on a mis en place des volets aluminium avec lame orientable pour avoir à la fois de la pente lumineuse et des protections solaires. Qui est un gros budget malheureusement dans la maison. Mais bon, ça n'a pas eu le choix. Pour un confort d'été, c'est ce qu'il faut. Et évidemment, une maison passive, si j'avais pas fermé les volets ce jour-là, c'est sûr que ça aurait été une catastrophe. Mais à ce moment-là, comprenez bien que c'est pas le lot uniquement d'une maison passive. Une maison RT2012, c'est rigoureusement le même problème. Donc les protections solaires, très très important sur une maison passive. Pourquoi j'ai préféré les protections solaires mobiles aux protections solaires fixes? C'est qu'en fait, les protections solaires fixes, on ne sait pas trop comment les régler. Quelle longueur de casquette de ton on met, quelle hauteur on met, ça va dépendre de l'isolation de la maison, ça va dépendre du soleil derrière tout ça. Et on peut se planter assez facilement, surtout sur les maisons passives.
Donc vaut mieux quelque chose où l'utilisateur peut jouer réellement sur sa protection. L'inconvénient de ce truc-là, c'est que comme on n'avait plus de sous, on n'a pas tapé dans la domotique, ça veut dire que tout ça c'est manuel. Ça veut dire que, vous imaginez qu'on s'amuse en été à ouvrir, fermer, régler les lames, en fonction de ce qu'on veut en éclairage et au niveau protection solaire. Peut-être que je dirais pas ça dans 20 ans, que c'est génial, parce que j'en aurais peut-être marre de bouger mes volets. Mais là, la domotique peut être éventuellement justement une solution intéressante. Merci beaucoup. Après, produit palpable, je vous mets ma facture. Comme tout est électricité dans la maison, il n'y a rien autre que l'électricité. Donc la cuisson, l'électroménager, l'eau chaude, le chauffage, tout est électrique. Vous avez les consommations, là, mois par mois, dans la maison, de février à d'ailleurs, c'est pas février, excusez-moi, les numéros ont mal commencé, c'est janvier, parce que le mois n'est pas terminé, c'est pas possible. Donc c'est janvier à septembre. Vous voyez la consommation de ECS et après le reste. Vous avez un petit pic en janvier parce qu'on a mis le chauffage beaucoup au début pour chauffer la maison. Et surtout, pic en janvier, c'est la cuisson et la famille qu'on reçoit beaucoup, donc on fait beaucoup de fours dans ces cas. C'est des bêtises. Et vous voyez qu'au niveau facture électricité, c'est en moyenne 400 kWh par mois. Dans la maison, tout compris. Il n'y a rien d'autre énergie là-dessus. Donc ça vous fait 60 €, on va dire, par mois, tout compris, dans la maison. Voilà, je suis dans les temps, c'est bien. Si vous voulez plus de détails sur la maison, il y a un site internet qui a été ouvert il y a moins d'une semaine. Donc les détails vont arriver au fur et à mesure. Mais vous pouvez vous inscrire sur la liste de diffusion du site internet, vous serez tenu au courant dès qu'il y a des nouveaux articles qui apparaissent. Ce site internet a vocation de plutôt s'adresser aux professionnels, donc il y aura très peu de vulgarisation, ça sera très technique. Voilà. Et l'idée c'est que ce que je vous ai présenté en fait ici, c'est je vous le présente plus en détail sur les choix de conception, sur les soucis techniques qu'il y a eu sur le chantier, sur la gestion du parasismique, que je ne vais pas parler ici, mais il y a aussi le parasismique à gérer aussi avec ce genre de système, et sur des relevés de température mis à jour en fonction justement de ce qui s'est passé réellement dans la maison. Si vous voulez, je croise les doigts cette année qu'on ait un hiver beaucoup plus froid que l'année dernière, parce que la pluie, c'est pas vraiment mon allié pour moi. Voilà. Si vous voulez, on pourrait discuter un peu plus de ce projet. On est sur le hall 5, donc au stand A48. Je ne serai pas forcément tout le temps présent sur le stand, mais vous pouvez demander à mes collègues. Au pire, ils pourront m'appeler sur mon portable pour venir appliquer, pour discuter avec vous, échanger sur le domaine. Mon objectif dans le futur sur ce type de maison, c'est de modéliser un petit peu plus, comme j'ai des capteurs réellement en temps réel, la température, c'est-à-dire que quasiment toutes les minutes j'ai un relevé de température de toutes les pièces de ma maison. Je connais le mode constructif de la maison, je connais l'inertie. Je vais essayer de modéliser ça pour voir l'impact de l'inertie justement sur le chauffage de la maison et le confort d'été. Et en espérant développer ce modèle-là pour développer des conceptions de maisons passives un petit peu moins compliquées, parce que vous avez quand même vu que l'air de rien, on a isolé le mur 3 fois, ça coûte assez cher, ce genre de choses comme ça. Donc il y a peut-être moyen d'optimiser largement ce genre de choses. Donc j'ai en projet de développer des nouveaux concepts de solutions constructives, si possible en baissant les coûts au minimum, tout en gardant une mise en œuvre habituelle. C'est pas de révolutionner les pratiques. Vous avez vu le problème que révolutionner les pratiques, c'est que des fois, ça donne des petits problèmes sur les chantiers à gérer, comme ce qu'on a vu tout à l'heure avec les deux exemples que je vous ai donnés. Il y en a encore d'autres exemples, mais je n'ai pas le temps de tout vous montrer. La petite anecdote que j'ai eue dernièrement, par exemple, en exemple à vous donner, c'est qu'il y a eu un pare-vapeur déposé sur la structure. Comme la chape était déjà montée avant, le pare-vapeur s'est raccordé sur la chape, sur le mur, au niveau du mur. Donc le pare-vapeur du mur descend, est raccordé sur la chape avec un mastic-colle sur la chape. Le problème, c'est qu'on n'a pas généralement l'habitude de faire ce genre de choses sur une chape. Une chape, il y avait un pot de lecture dessus. Le pot de lecture, ça part en poussière, si vous voulez. Donc au niveau du pare-vapeur, en effet, il a été collé avec un mastic, et le mastic il a pompé les grains de la poussière. Il n'y a eu aucune adhérence, donc il a fallu tout refaire, tout reponcer à ce niveau-là pour pouvoir recoller derrière. Voilà, ça fait partie des petites surprises qu'on n'a pas forcément au début. Et ce qui est fautif, ce qui est très important de montrer ça, il faut être un peu humble face à ça, c'est que c'est pas que la faute des entreprises, c'est aussi le concepteur qui aurait pu aussi prévoir ce genre de choses. Et par exemple, mea culpa, sur cette partie-là, j'aurais dû prévoir éventuellement cette problématique-là, et sur la problématique des fenêtres, on m'y reprendra plus, peut-être que je changerai de méthode pour isoler les fenêtres, parce que je vois bien que ça pose un problème quand même d'habiller les fenêtres derrière. Au niveau esthétique, même, ça pose des problèmes, surtout quand c'est le client qui peint les embrasures, et qu'il en fout partout quand il n'y a pas beaucoup de place avec les dormants. Voilà. Il y a des choses perfectibles là-dessus. Donc il y en a pour tout le monde pour s'améliorer, que ce soit de la conception jusqu'à la mise en œuvre. Mais la conception est très importante dans ce type de maison-là. On ne peut pas faire sans. Il faut un suivi vraiment derrière la conception.
Un technicien, c'est quasiment et obligatoire, et surtout quelqu'un qui a une maîtrise globale des techniques du bâtiment, des normes, des DTU, des pratiques courantes, pour justement essayer de déceler potentiellement le risque qu'il peut y avoir derrière de petits soucis techniques quoi, sur le chantier, hein, qui ne sont pas forcément gravissimes en soi, mais qui, corrigés pris à temps, sont corrigés rapidement. Là-dessus, je voudrais remercier mon maître d'œuvre, justement, parce que je pense pas être super intelligent, on est plutôt intelligent en plusieurs. Donc j'ai quand même pris un maître d'œuvre pour gérer tout ça, parce qu'il a amené une équipe avec qui il a l'habitude de travailler. C'est un vrai boulot, il y a eu une gestion de chantier derrière, justement, il y avait des reprises à traiter derrière. Donc c'est très important d'avoir quelqu'un aussi qui prenne le relais à ce niveau-là, et qui apporte aussi sa contribution à ce niveau-là. Donc sur un projet de ce type-là, il faut vraiment être très encadré, et entre guillemets, si je veux faire un peu simple, pas se prendre pour le Superman à tout savoir, à tout maîtriser derrière. C'est très très important de justement de mettre les mains dans le cambouis et de regarder réellement les choses, et pas rester dans son bureau entre guillemets à faire ses petits calculs et puis dire bah, ça marche, et puis si ça marche pas, bah, c'est que c'est les entreprises qu'on va travailler. Non, si ça marche pas, c'est peut-être que la conception n'est pas très bonne aussi, et qu'il faut revoir ce genre de choses avec des pratiques d'entreprise. Voilà, bah, je vous remercie beaucoup pour l'attention, et puis j'espère que c'était intéressant. Et puis peut-être